à toutes et à tous, bienvenue dans Congossa TV. Vous pouvez vous asseoir parce que nous sommes dans une émission relax. Salutations particulières à tous les Congosseurs, malboucheurs, saboteurs des réseaux sociaux. Aujourd'hui, on est là, on est ensemble du début jusqu'à la fin. Alors, ce Congossa, c'est un Congossa présidentiel 2025. Nous avons l'honneur d'accueillir un homme charismatique, un candidat déclaré à la présidentielle. Le sera-t-il, le sera pas, on ne sait pas. Mais il va nous en dire un peu plus. C'est un leader politique qui va nous parler de son programme, qui va s'adresser aux jeunes. Mesdames et messieurs, chers jeunes, accueillons Maurice Kamto. Ceux qui sont à l'arrière, on va pas le... Pas pour tout le monde. Pour tout le monde. Voilà. Merci. Je vous en prie. Merci beaucoup. Alors, pour commencer l'émission, j'ai une toute première question. Oui. Comment je vous appelle? Président, maître, professeur, monsieur ou répé? Maurice Kamto. Je vous appelle Maurice Kamto. Absolument. Absolument. OK, donc on y va avec Maurice Kamto. Alors, avant de commencer l'émission également, deuxième petit détail, je vais vous prier devant tous ces jeunes. On va faire quelque chose de symbolique. Je vais vous prier de prêter serment, de dire à ces jeunes en levant la main droite que je jure de dire toute la vérité. Vous dites, je le jure. Vous dites aux jeunes, parce que c'est à eux que vous allez parler aujourd'hui. Donc vous levez la main droite, vous dites, je jure de dire toute la vérité, rien que la vérité. Comme ça, si vous ne dites pas la vérité, ils vont finir avec vous. Ils sont à vous. Je m'engage à vous dire la vérité et toute la vérité. Voilà. Merci. Merci. Alors, en fait, j'ai pris la peine de faire cela parce qu'on est en 2025. Ça veut dire que d'ici moins d'un an, le pouvoir soit viendra vers vous, soit il va rester quelque part en face. Mais je le dis parce que comme ça, comme je vais vous poser des questions genre. Et que si jamais vous êtes là-bas devant demain, il ne faut pas m'en vouloir. Donc, il faut vous rappeler que c'est un artiste avec qui vous discutiez tranquillement devant d'autres jeunes. Rassurez-vous, ça n'arrivera pas. Merci beaucoup. Alors, on commence directement par une rubrique intitulée « On dit que ». Parce que comme vous l'avez entendu, c'est Congossa TV. Donc, il y aura beaucoup de Congossa et c'est à vous d'apporter des éclaircies ou bien d'acconduire le Congossa. Vous pouvez dire que le Congossa, c'est vrai. Les Camerounais sont champions du Congossa. Voilà. Alors, on dit que vous êtes un sous-marin. C'est-à-dire que vous travaillez en réalité pour le RDPC en sous-marin et que vos actions consolident la place du RDPC du pouvoir en place. Valérie, on dit beaucoup de choses et malheureusement beaucoup de contre-vérités. Et celle-là est fort amusante parce que si après mon parcours et à mon âge je suis encore sous-marin, je me demande quand est-ce que je vais venir à la lumière. Je crois que il faut savoir raison garder. Si je voulais juste faire quelques rappels rapides sur mon itinéraire politique. Je suis rentré au Cameroun après mes études à l'étranger en 1983. Et croyez-moi, je venais pour soutenir un jeune Camerounais de 49 ans qui venait d'accéder à la présidence de la République, que je ne connaissais pas personnellement. Donc, le parcours aussi, sur le plan universitaire, nous interpellait. On pensait qu'on entrait dans une ère de modernité, justement avec un jeune président bien formé et qui allait réformer, moderniser le pays. C'est du moins ce qui s'annonçait d'ailleurs. J'avais la possibilité de rester puisqu'on m'offrait un poste dans l'université où j'avais terminé mes études. Brillamment terminé vos études. Voilà. Il faut préciser. Oui, voilà, exactement. Je peux dire aux jeunes, j'ai soutenu ma thèse à l'université de doctorat d'État à l'université de Nice un vendredi.
j'ai pris le train, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de train rapide. C'était un train qui mettait 12 heures entre Nice et Paris. Et je n'avais pas assez d'argent pour payer un billet d'avion, parce que ça coûtait cher. J'ai pris le train le lendemain, samedi. Je suis arrivé samedi soir. Le dimanche, j'étais dans l'avion pour le Cameroun. Ok. Donc, donc, ça c'est un rappel peut-être lointain, mais allons-y plus rapidement. Quand je rentre, je vous dis, et je le rappelle ici aux jeunes qui ont peut-être 20 ou 21 ou 22, je n'ai jamais milité dans un parti politique avant la création du MRC. Jamais. Ni au RDPC, ni au SDF, dont j'ai soutenu le candidat en 1992, mais en tant que jeune universitaire, je venais de passer avec succès le concours d'agrégation du droit public en France. J'avais donc tout à perdre. J'aurais pu me dire, voilà, je ne vais pas prendre ce risque-là, mais j'ai pensé qu'à ce moment-là, on était déjà en fait sur une trajectoire problématique pour que je puisse également m'exprimer sur le débat d'alors. Je n'ai donc jamais milité ni dans le SDF, ni dans le RDPC. Et je pense que des membres éminents du RDPC l'ont dit eux-mêmes. Alors d'où vient-il qu'on veuille absolument aujourd'hui faire croire aux jeunes Camerounais que je serais sous-marin? Et pourquoi faire donc? Sous-marin, pourquoi faire? Puisque je n'ai jamais caché, dans le gouvernement de M. Paul Biya. Et peut-être il y aura l'occasion de revenir là-dessus. Je participe à la campagne de 1992 et je poursuis ensuite tranquillement mon travail à l'université. Personne ne vous dira qu'entre 1992 et pratiquement jusqu'à ma nomination au gouvernement en 2004, il ne m'est jamais vu, ni dans les rangs du RDPC, ni dans les rangs du SDF. J'étais à l'université, je faisais mon travail. J'ai enseigné pratiquement dans toutes les universités camerounaises, pas les plus récentes parce que je suis à la retraite depuis quelques temps maintenant, mais dans toutes les universités et les établissements publics d'enseignement supérieur. L'ENAM, par exemple, l'IRIC qui est mon établissement de base et bien d'autres. Donc, pourquoi est-ce qu'on veut absolument, moyennant des mensonges, créer justement une fausse polémique? Non, je ne suis le sous-marin de personne. Ok, on avance à le Congo ça. On dit que vous êtes le président de Facebook. Est-ce qu'il y a les élections là-bas? Et c'est quand qu'on fait les élections dans Facebook? Ah, ça c'est formidable, c'est extraordinaire. J'aime ce genre de questions. Parce que cela veut dire ceux qui posent cette question, soit ne connaissent pas le monde dans lequel ils se trouvent, soit en réalité veulent me priver de la possibilité d'entrer en contact avec les jeunes, avec les moyens de communication modernes, dont Facebook est un des fleurons. Donc moi, je vais partout où il est possible d'interagir avec les jeunes. Et aujourd'hui, Facebook, Instagram, TikTok même, X, comme on l'appelle aujourd'hui, tout ça sont des moyens de communication dont je me sers, comme beaucoup d'autres personnes dans le monde, y compris les chefs d'État. Il ne vous a pas échappé que lorsque le président américain actuel a eu des problèmes avec ce qu'on appelait alors Twitter, voilà, s'est activé à créer son propre réseau social. Que des chefs d'État comme ceux de France ou d'autres pays utilisent ces moyens de communication. Et même celui d'ici, même le président de la République camerounaise. Alors quel est le procès qu'on veut me faire? Non, on dit que vous êtes le président là-bas. Ah. Donc ça veut dire que le président normal, là-bas, il n'est pas président, il est votre administré. Non, oui, bon, voilà, il est mon administré sur Facebook. J'ai dit qu'on a dit qu'on dit. Oui, non, oui, non, je partage donc l'avis de ces personnes-là, qu'il est mon administré là-bas, en attendant d'être mon administré à la tête de la République du Cameroun. Ça c'est autre chose. Ok, on continue le Congo-Ça, parce que ici le Congo-Ça va glisser. Alors, on dit que vous avez dit que vous allez organiser, si vous êtes à la présidence, la Coupe du Monde au Cameroun en 2038. Absolument. Alors, quand on fait un calcul rapide, vous ne serez plus très jeune. En 2038. vous êtes très gentil, c'est très subtil de votre part. D'ailleurs, si vous repoussez jusqu'à 2038, et c'est pour ça que je vous dis vous êtes quelqu'un d'extrêmement gentil, parce que d'autres estiment que je suis déjà plus très jeune, ce qui n'est pas faux. Mais je suis encore dans une tranche d'âge où on a suffisamment de vigueur et on a encore beaucoup à apporter à son pays.
Pourquoi 2038? Oui, je voudrais que le Cameroun co-organise la Coupe du Monde de 2038 oui, avec la Côte d'Ivoire, le Nigeria et le Ghana, qui sont avec le Cameroun, 4 grandes nations du football, d'abord africain et mondial. Oui. Ce n'est pas pour rien que nous avons 5 étoiles pour ce qui est de la CAN. Ce n'est pas pour rien que dans le monde entier, on respecte le Cameroun parce que c'est nous qui avons permis à l'Afrique d'avoir des places supplémentaires à la Coupe du Monde. Tout à fait. Et donc cela mérite aujourd'hui que nous puissions prétendre à l'organisation de la Coupe du Monde. Mais pourquoi je choisis celle de 2038? D'abord parce que celles avant sont déjà prises. Deuxièmement, parce que ça nous laisse le temps de nous mettre à niveau. Alors, pour répondre de façon très précise à votre question, pourquoi est-ce qu'au Cameroun en particulier, mais peut-être en Afrique de façon générale, on pense que quand un chef d'État commence un projet, il doit le terminer. Je ne dimensionne pas le Cameroun et l'avenir du Cameroun à ma propre temporalité, c'est-à-dire à ma durée d'existence sur la Terre. Je mets en perspective des idées et d'autres vont continuer. Tenez par exemple, les Jeux Olympiques organisés par la France en 2024 ont été gagnés de haute lutte par le président français Jacques Chirac devant Tony Blair. D'ailleurs, c'était vraiment une bataille entre la France et la Grande-Bretagne. Mais est-ce que c'est lui qui a organisé les Jeux Olympiques? Non, c'est M. Macron. Ok, donc ça veut dire que... Je cite encore deux autres. Afrique du Sud, c'est Mandela qui obtient l'organisation de la Coupe du Monde de 2010, mais ce n'est pas lui, c'est Zuma qui fait la Coupe. Et on peut prendre la Coupe du Monde de 2014 au Brésil avec le président Lula, mais c'est Dilma Rousseff qui va faire cela. Donc moi, je voudrais que la Coupe du Monde soit premièrement une occasion extraordinaire de rassemblement national, de mobilisation, mais en réalité de mise à niveau du pays parce que ça va nous obliger à nous donner les moyens d'être à la hauteur de l'événement. Cela veut dire beaucoup d'investissements dans les infrastructures de transport. Nous n'allons pas demander aux gens de venir et de voir l'état de notre voirie actuelle ou de marcher dans nos grandes villes à pied. Donc il va falloir investir par exemple dans les moyens de transport, dans l'hôtellerie, dans les activités commerciales et dans beaucoup d'autres. Pour moi, c'est au-delà du projet sportif, c'est un projet économique. C'est une mise en perspective du pays pour l'avenir. Alors, ce Congossa nous amène deux sous-Congossa. Le premier sous-Congossa, ça veut dire que le président actuel, il a dit émergence 2035. Ça veut dire que si vous organisez la Coupe du Monde 2038, vous continuez son travail. Mais bien sûr, quand on met un pays en perspective, je n'ai jamais prétendu que les idées qui étaient développées par le gouvernement ou le régime actuel étaient toutes mauvaises. Loin s'en faut. C'est d'ailleurs le pays souffre de la non-mise en application, de la non-exécution de ces idées-là. Il y a eu de bonnes idées. Quand on vous dit septennat des grandes ambitions, il y avait les barrages et un certain nombre de choses. Mais vous êtes, comme moi, témoin de ce que ces barrages ont été soit exécutés, pour ceux qui ont été exécutés très tardivement, avec beaucoup de retard, ce qui fait qu'on n'a pas résorbé le déficit énergétique qu'on avait. D'autres n'ont même pas du tout été exécutés. Et quand enfin on a exécuté quelques-uns, ils ont été mal exécutés avec des défauts de construction. Donc ce n'est pas l'idée de départ qui est mauvaise. C'est la mise en œuvre et tout ce qui va avec. Par conséquent, si effectivement on devait remplacer le président actuel, il faudrait que l'on travaille activement pour que le pays soit, j'aime pas trop le mot émergence, mais puisqu'il est à la mode, employons-le, pour qu'il soit émergent en 2035 ou avant. Mais il faut que le Cameroun, qui, je le signale pour les jeunes, en 1980, nous étions un pays à revenu intermédiaire de tranche supérieure, c'est-à-dire avec la Corée du Sud. C'est-à-dire que ce sont des pays qui, en une génération, devaient être des pays développés, industrialisés. Et vous voyez bien que nous avons régressé. C'est ça c'est factuel. Et c'est ce que nous devons combattre. C'est-à-dire que le projet national doit être un projet que l'on passe de génération à génération. Voilà. Et donc, pour cela, il faut avoir une vision partagée avec les jeunes en particulier, parce que c'est à eux, c'est pour eux qu'on balise le chemin, c'est eux qui vont prendre. Et il faut qu'ils comprennent le projet et qu'est-ce que c'est que l'intérêt national. Il y a quelque chose que nous n'avons pas encore compris suffisamment en Afrique, c'est l'intérêt national. Vous ne pouvez pas bâtir un pays si, ensemble, collectivement, vous n'avez pas défini ce que vous comprenez, ce que vous entendez, par intérêt national.